suis retrouvé dans des conditions absolument dingues avec ce vol photo qui était au départ de Reykjavik en Islande. Plusieurs fois pendant le vol, je baissais l'appareil photo juste pour voir ça de mes yeux. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ouais. Eh bien, bonjour et bienvenue sur le Jump Seat. Je suis Gilles Roy, le rédacteur en chef d'aérobuzz.fr et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Bastien Otelli. Bonjour Gilles. Bon alors Bastien, tu es l'un des plus talentueux photographes aéros de sa génération. Tu rougis ? Non, écoute, si tu le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est ton palmarès. Tu nous as préparé une sélection de photos. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette photo pour toi ? Donc c'est quoi ça ? C'est un avion de patrouille maritime de la Marine nationale, aéronautique navale. C'est un Atlantique 2, ATL2. Moi j'aime particulièrement cette photo parce qu'elle... il y a quelque chose de fantomatique avec les nuages, la mer en dessous, et ça représente bien, je trouve, la patrouille maritime dans la patrouille, dans tout ce qui est recherche, sauvetage en mer ou détection de sous-marins. D'ailleurs, on voit le radar escamotable qui est sorti sur cette photo. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est une photo qui a été prise où Alors, elle est prise au large de l'Orient depuis un deuxième Atlantique 2. Et je prends la photo depuis le sabord tribord, donc droit. C'est les petites bulles qu'on voit sur le côté latéral de l'avion. Et c'était une mission de 4 heures, donc c'est pas 4 heures de photo, mais c'était pas vraiment un vol dédié. Donc j'ai été embarqué pendant 3 heures de mission à bord de mission d'entraînement avec l'Atlantique 2. Je trouvais ça fascinant parce qu'il y avait vraiment une synergie entre l'équipage qui est complètement folle, qui s'apparente beaucoup aux sous-marins. Il y a d'ailleurs aussi une oreille d'or dans les Atlantique 2, donc c'est assez étonnant de les écouter parler parce que personne ne s'annonce, tout le monde se connaît, tout le monde sait à quel moment parler et à quel moment intervenir sans que les voix ne se chevauchent jamais. À l'issue, j'ai eu le droit à 1 heure de vol photo dédié où là, un second Atlantique 2 nous a rejoints et là, je me suis régalé parce que j'avais des sabords, des photos du nez vitré, comme celle-ci qui était prise depuis le nez vitré, donc le nez de l'avion, qui est juste devant, sur le trait de côte de l'île de Groix, avec un contre-jour, parce que j'aime beaucoup les photos en contre-jour. Je trouve que ça donne une dimension toujours un peu plus artistique aux photos. Puis celle-là, j'en suis assez content parce que je trouve qu'elle est... Je l'ai offert à beaucoup de personnes de ma famille, celle-là, en tirage. Alors, tu parles de contre-jour et c'est une des caractéristiques de tes photos, effectivement. C'est qu'on va le voir dans la sélection que tu as préparée. Il y a beaucoup de photos faites à contre-jour. Et on sait que le contre-jour, c'est ce qui est le plus difficile à maîtriser en photo. Et là, on va en voir quelques-unes où là, tu maîtrises parfait. Donc là aussi, elle est pas mal, celle-là. C'est le Beach Baron 55 de Mika Brajo, ça. C'est ça. Et cette photo également était primée dans l'Editor's Choice d'Aviation Week Photo Contest. Alors j'aime beaucoup cette photo aussi parce que la technique, que je ne révélerai pas, permet justement d'avoir l'avion en montée, sous un angle assez dynamique, tout en gardant du mouvement dans les hélices, ou les disques, comme disent certains sur le chat, je vois. C'est ça qui est assez remarquable, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, l'hélice, elle tourne, on voit le disque. Là, c'est la vitesse d'obturation. C'est ça. Alors, toute la difficulté d'une photo comme ça, c'est d'avoir justement du mouvement, parce que là, on est sous léger facteur de charge. Donc, d'avoir du mouvement dans les hélices, donc d'obturer à une vitesse assez lente. Là, de mémoire, je crois que je suis à 1/60e. Et de garder l'avion net. Donc, d'avoir de la netteté, parce que si on bouge, si on n'est pas bien stable sur le sujet, les hélices seront floues, mais l'avion aussi. Voilà. Pour faire une photo comme ça, tu laisses le doigt appuyé sur le déclencheur. Là, j'ai une rafale de 5 images à peu près. Ouais. 5 images. En général, je rafale pas trop parce que j'essaie d'économiser le potentiel de mes boîtiers. Sur un vol photo comme ça, je reviens avec 200 images sur 45 minutes de vol à peu près. D'accord, ouais. Et là, par contre, je rafale pour être sûr d'en avoir au moins une. Et sur celle-là, je dois en avoir 2 sur 5 qui sont nettes. Donc là, on est en un éclairage encore différent. Là. Oui, alors c'est le même vol. Hein, mais, oui, c'est le même vol. Comme on va toujours en général voler à l'heure crépusculaire, la lumière est très changeante, ce qui donne des ambiances différentes et donc une série de photos avec pas mal de différences. Celle-là, là, je ne suis pas sous facteur de charge, c'est juste on est en virage. Et c'est assez simple. Juste ce que j'aime bien là-dessus, c'est la façon dont sont éclairées les hélices. Ouais, c'est ça. Ouais, et la fumée aussi derrière. Et puis la photo reste dynamique quand même. J'aime pas les photos trop paisibles. Oui, en fait. Alors la suivante, qui a été sélectionnée, elle est plus paisible, mais
Mais du coup, il y a un joli fond. J'aime bien la convergence des champs autour de l'avion et le petit nuage éclairé sur le côté. Tu as le temps de voir tout ça quand tu composes ton cadre? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je vais repérer ça. Je vais attendre justement peut-être qu'il y ait ce genre de fond qui arrive pour déclencher. Mais après, je prévois pas tout au niveau de la navigation, du paysage. On sélectionne des zones en général, les pilotes et moi, et puis on va jouer après avec les arrière-plans. Alors la photo suivante, c'est une de tes toutes premières photos. C'est l'Ovedis Bronco, c'est celui de Montélimar, bien sûr. Alors c'est une toute première photo pro, en tant que pro, en 2014. 2014, donc il y a un peu plus de 10 ans que tu t'es lancé. D'accord. Okay. En tant que pro. En tant que pro. Je le faisais en amateur. Là, cette série de photos-là, elle a quand même une histoire assez... Là aussi, il y a une belle lumière. Hein. Alors c'est une des plus belles lumières que j'ai eues dans ma vie. J'en ai eu d'autres qui étaient très très belles, mais celle-là, c'est vraiment une lumière assez incroyable. Pour la petite histoire, j'étais avec Xavier Buffat qui pilotait le Bronco, qui aujourd'hui était la sécurité civile, et Alain Besse qui pilotait un Piper Seminole, qui n'est vraiment pas un avion photo très pratique, parce qu'en plus j'étais à l'arrière, j'avais une petite fenêtre comme ça pour photographier, qui n'était pas en plus forcément en bon état, qui était teintée. Et on m'avait dit, bon allez, on va quand même le faire, etc. Et puis la météo était a priori bonne, sauf qu'en fait, au dernier moment, on s'est aperçu que le ciel était complètement bouché. Alors Xavier Buffat a pesté toute l'après-midi contre les prévisionnistes météo. Puis en fin de journée, alors qu'on s'apprêtait à tout annuler, on a réalisé que sous l'horizon, le ciel était dégagé, et qu'au bout d'un moment, le soleil allait tomber sous les nuages, et qu'on aurait de la lumière, peut-être même une très belle lumière. Donc on a décollé, et on s'est retrouvé avec une lumière absolument démente, avec un fond hyper chargé, limite drama, quoi, une ambiance complètement dingue. Pour photographier en plus un avion qui a une gueule. Le Bronco, c'est un avion qui est très atypique. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore personnellement. Sur celle-ci, il n'y a pas du tout de photomontage, c'est juste un ciel d'orage qui est hyper chargé derrière, une lumière, vraiment les derniers rayons du soleil qui éclairent la colline. Et alors justement, est-ce que tu t'autorises à retoucher les photos ? Alors, il y a évidemment un travail de retouche sur toutes les photos. On ne peut pas dire on appuie sur le bouton et le job est fini. À l'époque de l'argentique, d'ailleurs, quand les premières photos que j'ai faites, c'était en argentique, il fallait aussi déjà travailler un peu les photos en post-production. Il fallait, si on voulait plus de contraste, augmenter les contrastes. Il fallait peut-être rajouter un peu plus de saturation. Il y avait chaque photographe avait ses techniques, notamment à l'Ernou, qui m'expliquait comment rajouter de la saturation, comment... Voilà. Donc retoucher, je dirais pas ça. Je peux post-produire les photos, plutôt retoucher, on est plus sur quelque chose de... On fait pas de photomontage. Par contre, le job s'arrête pas quand on a appuyé sur le déclencheur. Après, évidemment, il y a tout un travail de post-production qui consiste à aller peut-être déboucher certains noirs, équilibrer des couleurs. Ça fait partie du travail de photographe, et ce depuis la nuit des temps, de toute façon. Depuis que la photo existe. La nuit des temps photographiques. La nuit des temps photographiques, c'est ça. Ouais. Tu nous racontes comment tu as démarré dans la photo, parce que donc tu es devenu professionnel il y a 11 ans, mais avant, tu faisais déjà de la photo pour le plaisir ? Alors, j'ai toujours aimé la photo, et notamment la photo d'avion. Mon premier appareil photo, c'était en 2000, même un peu avant. C'était un argentique que j'ai d'ailleurs amené ici, un Nikon F90X, et c'était la péloche. Démarrer avec un F90X, c'était quand même bien ça, parce que moi j'ai eu cet appareil aussi, même, je l'ai eu au bout d'un certain temps, c'était quand même un super boîtier bécane, ça. Hein. Oui, c'était une bonne bécane, ça marchait bien. Pour un amateur, c'est bien. Hein. C'est ça. Mais il faut bien s'équiper si on veut essayer de faire tu savais où tu voulais aller. Ouais. Et justement, c'était les conseils d'Alain Ernou qui m'a pour la première fois fait faire des photos. Alors, tu parles d'Alain Ernou. Je pense que là, il faut qu'on s'arrête 30 secondes pour dire qui est Alain Ernou. C'était dans les années 80-90 le plus grand photographe aéronautique français, sinon un des plus grands du monde, avec Katsuhiko Tokunaga qui était déjà là à l'époque. Et même Rémi Michelin qui faisait déjà de la photo, qui était déjà très très doué à l'époque. Ernou occupait tout le terrain quand même. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il était capable. Voilà, tous les grands news magazines, Paris Match, le poids des photos, le choc des mots, ou l'inverse, le choc des mots, le poids des photos. Mais bon, il a été capable de faire des mises en scène extraordinaires. Moi, je me souviens par exemple de la photo du dauphin. Avec les deux pilotes devant et le dauphin derrière, avec des éclairages extraordinaires, des trucs comme ça. Mais il y a eu plein d'autres choses. Ernou, ça a été quand même, pour toute une génération, un inspirateur, non ?
Ah, mais complètement. Moi, il m'a énormément inspiré. En plus, ça a été un des précurseurs de photographie complètement inédites, comme par exemple, il plaçait les appareils photo sur les dérives des avions. Aujourd'hui, avec les GoPro, on a l'habitude de voir ce genre d'image, mais à l'époque, une photo d'un Cap 10 en voltige qui est prise depuis la dérive, c'était complètement inédit et c'était du jamais vu, quoi. Effectivement, il a énormément innové. Avant lui, les photos, notamment les photos RR d'un avion depuis un autre avion, c'était statique. D'un seul coup, on voyait le mouvement sur l'image. Ouais. Bien sûr, et puis il travaillait en argentique, il faut oublier, quand il faisait un vol photo, comme Tokunaga d'ailleurs, il partait en vol avec des pellicules dans la combinaison qui changeaient pendant le vol. Donc, oui, puis je l'ai rencontré du coup c'était en 89, j'avais 11 ans, au meeting Air Tattoo, parce que je circulais beaucoup, je faisais beaucoup de meetings à cette époque-là. Et à la fin d'une journée, à la fin d'un meeting, il lui restait quelques pellicules sur un de ses appareils. Il avait un assistant avec lui. Et il m'a dit, tiens, gamin, vas-y, parce qu'il connaissait très bien mon père. Il m'a dit, tiens, gamin, vas-y, il reste une trentaine de pauses, finis-les pour les vols de départ, donc ceux qui rentraient. Et j'ai photographié. La plupart étaient complètement ratées, pour pas dire toutes. Mais après, j'ai été faire de la post-production avec lui, il m'a montré comment il travaillait, etc. Et puis là, vraiment, alors j'étais déjà passionné d'avion avant, et ce jour-là, je me suis vraiment passionné pour la photographie d'avion. Hein. D'accord. Et ensuite, t'as embrayé ou... Oui, alors après, je faisais des photos quand j'en avais l'occasion. J'avais pas forcément l'appareil photo au départ. Quand j'ai eu le F90X, j'ai commencé à en faire un peu plus, mais j'avais pas les moyens d'avoir une salle pour les développer, donc j'étais développé chez le photographe, et je pestais à chaque fois, je disais mais c'est pas ce que je voulais, machin, etc. Je leur ramenais, et puis ils me disaient mais non, ça va très bien comme ça, je vois pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas professionnel. Non, nous on est professionnels, nous on sait. Je dis, bon, ok, d'accord. Puis après avec le numérique, l'ère du numérique, ça a changé beaucoup de choses, que j'ai pu commencer enfin à faire mes propres post-productions telles que, et alors les images, montrer les images telles que je voulais qu'elles soient, quoi. Et le numérique, c'est aussi le moyen en temps réel, d'avoir un retour sur l'image que tu as faite. Donc tu peux contrôler si l'image est bonne ou pas bonne et faire des corrections. Alors, est-ce que ça, tu le fais pendant des shootings ? Pendant les shootings, non, pas pendant. Mais après, évidemment, ça permet de voir les images. Mais pendant le shooting, je regarde pas mes photos. Ça a pu m'arriver notamment récemment sur des photos de nuit avec la patrouille alternative du Haut. Ils voulaient des photos de leur pyrotechnie. Donc là, j'avais jamais fait ça. Vraiment, les photos très proches de la nuit aéro. Et on a pu... là, j'ai contrôlé un petit peu quand même. Alors, on va reprendre notre série de diapos. Donc là, qu'est-ce qu'il y a sur cette photo ? Alors, sur cette photo, il y a 4 avions qui sont absolument pas faits pour voler en patrouille ensemble. Alors si, peut-être pour 3 d'entre eux. Il y en a un qui n'a rien à faire ici, en tout cas dans une patrouille, c'est le Morane 733 Alcyon qui est au premier plan. Parce que lui, il a vraiment la manette dans le phare, il est dans le rouge, quoi, il est à fond. Il donne tout ce qu'il a, et à côté, il y a le Zéphyr qui est pas trop à l'aise, le Paris au fond qui est pas à l'aise, et le tout petit au fond qui est en fait le plus gros, l'Alizé, qui lui est très très proche de sa VMCA, donc sa vitesse minimale de manœuvre. Cette photo-là, elle compte beaucoup pour moi, parce que au meeting de Morlaix, avec Marc Descarpentries, le pilote de l'Alcyon, on s'est dit, tiens, et si on réunissait tous les cocardes marines sur une seule photo. Cocardes marines sont les associations, plusieurs associations qui sont regroupées au sein d'une seule association qui s'appelle Cocardes marines, qui est militaire et qui fédère en fait ces associations d'anciens marins du ciel, d'anciennes machines qui ont marqué en fait l'aéronautique navale française. L'Alizé, le Zéphyr, le Paris et l'Alcyon, ce sont des machines qui sont plus du tout en service. Donc ce sont des associations, qui dit association dit des gens qui ont un autre métier à côté, des machines qu'il faut entretenir, qui sont compliquées à entretenir parce qu'elles sont anciennes. Donc pour réunir tout le monde, il fallait que les gens soient dispo, que les machines soient dispo, trouver un endroit qui soit pas trop contraignant pour que tout le monde puisse se rejoindre, et que la météo soit bonne. Parce que ça, tu l'as pas fait à l'issue d'un meeting aérien. Non. En fait, c'est à l'issue d'un meeting, on en a discuté, on s'est dit on va faire ça. Le temps de trouver les créneaux, d'aligner les planètes, ça a pris 2 ans.
2 ans pour réunir les 4 avions. Ouais. D'accord. 2 ans pour... il y a eu plein de go, de no-go, il y en a eu plein comme ça qui se sont succédés. Et puis finalement, on a fini par y arriver. Et vous vous êtes retrouvés où? On s'est retrouvés à Nîmes. À Nîmes. Sur l'aéroport de Nîmes, voilà. Et on a fait ça, ça se voit pas sur la photo parce qu'il y a un peu de brume, mais c'est au large, vers la Camargue, ouais. D'accord. Ouais. Et alors, donc c'est une photo comme ça, elle se prépare au sol, je suppose. Ah oui, mais en fait, toutes les photographies aéronautiques, je dirais que le travail en amont représente au moins 80% du travail. Il y a des storyboards très précis à faire. Je le fais pas tout seul. Alors, moi, je fais des propositions et après, il y a les pilotes enrichissent de leurs remarques le storyboard ou le dégraissent, comme ils disent. C'est-à-dire, ils vont lancer ça, on enlève, ou plutôt comme ça, ou plutôt comme ça. Il y a beaucoup de travail en amont. Ce storyboard est très complexe parce qu'il n'y a pas que cette photo dans la série. Il y a des photos avec les jets, des photos avec que les alcyons, des photos qu'avec l'Alizé. Et chaque tableau en fait nécessitait des transitions précises qu'on a élaborées tous ensemble pour que ce soit vraiment carré. Enfin, et alors une séance comme ça, c'est combien de temps en vol? Là, je crois qu'on est resté un peu plus d'1 heure en vol. D'accord. Et toi, tu étais dans quel avion? J'étais dans un Piper PA-32. Oui, c'est ça, avec un avion para, avec la porte retirée. Et j'étais. Alors, l'avantage sur ce vol, c'est que c'est assez rare. C'est que j'avais un commutateur pour donner mes ordres directement à la patrouille. En général, je donne les ordres au pilote qui les retranscrit à la patrouille. Et là, j'avais la chance d'avoir un petit commutateur pour parler directement sur la fréquence. Ça, c'est les storyboards initiaux, ça. Hein. C'est des exemples de storyboards. C'est celui justement de cette série-là de Cocarde Marine. L'Alizé, voilà. Le Paris, le Zéphyr, l'Alcyon et l'avion photo. Ma question, c'est donc, c'est toi qui donnes les ordres aux pilotes. Oui, bien sûr. Donc tu peux leur dire avance un peu plus, recule, descends, monte. On essaie de limiter les échanges radio quand même pendant le vol parce que ça perturbe beaucoup. Ça peut être un facteur de perturbation assez important. Je fais beaucoup de signes à la main. Donc j'ai un gant blanc en général qui se voit bien même en contre-jour, et après avec des signes très simples, plus haut, plus bas, à gauche, à droite, plus d'écartement, plus de rapprochement, des choses comme ça. Après c'est vrai que quand il y a une patrouille, on est obligé quand même de s'adresser plus. Alors c'est les signes qui sont plus valables pour le premier. Mais une fois que tout le monde est en place, je peux diriger que le premier et ils vont suivre après comme une patrouille. Donc des patrouilles, on va en revoir par la suite, et pas des moindres. Mais avant, on va passer sur le DC-3 de Breitling, parce que là aussi, il y a cette photo, c'est l'histoire d'une rencontre avec le plus grand de tous. Avec Tokunaga. Ça, c'était un moment incroyable. Alors, je l'avais déjà rencontré avant, en 2009, sur un meeting à Dijon, déjà. Déjà à Dijon, sur le dernier meeting de Dijon, je crois que c'était 2009. Je lui avais dit toute l'admiration que j'avais pour lui, et j'étais avec mon petit Nikon D200, et il avait été vraiment adorable avec moi. Et en 2017, je l'ai recroisé sur un corporate event Breitling, parce que je travaillais pour Breitling, et lui aussi, là, depuis très longtemps d'ailleurs. Et il m'a tout de suite donné des conseils, il m'a tout de suite expliqué comment faire pour bien réussir mes prises de vue. Et d'ailleurs, il m'a toujours dit la chose la plus importante en vol photo, c'est d'être confortable, d'être à l'aise, d'être be comfortable, il me dit tout le temps. Et puis après, il m'a accepté sur le Tour du Monde, une partie du Tour du Monde du Breitling DC-3. C'est aussi grâce à Grégory Lemoigne que je me suis retrouvé sur cette mission-là, qui est un réalisateur de films aéronautiques absolument génial, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, mais qui faisait une grande partie des vidéos Breitling avec Eric Magnan notamment. Là, je me suis retrouvé dans des conditions absolument dingues avec ce vol photo qui était au départ de Reykjavik en Islande, avec une lumière aussi, là encore une des plus belles de ma vie. Des conditions météo qui n'étaient pas évidentes parce que grosse turbulence, donc là très très difficile d'avoir des photos nettes, de conjuguer mouvement dans les hélices et netteté sur un avion, c'était très difficile. Plusieurs fois pendant le vol, je baissais l'appareil photo juste pour voir ça de mes yeux, parce que des fois on prend pas le temps d'apprécier vraiment certaines choses, mais là c'était des paysages complètement dingues. C'était le paysage du Seigneur des Anneaux, c'est la terre originelle, l'Islande, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ouais. Tu parlais là de confort pour le photographe pendant les prises de vue. La photo suivante, c'est tout sauf du confort. Alors ça, oui, effectivement, c'est tout sauf du confort. Parce que là, c'est Aude Le Mandang qui m'a demandé des photographies. Quand elle a
perdu Breitling comme tous les sponsorships Breitling à l'époque, hein, excepté le Jet Team qui restait encore 1 an ou 2, qui voulait des photographies avec son nouveau sponsor qui n'est autre que le groupe ADP, qu'on peut bien le voir sur cette photo. Elle voulait du coup des photos de son nouveau sponsor, donc sur l'Extra 330 SC qu'elle possédait à l'époque. Aujourd'hui elle est sur MXS. Et en fait je lui ai dit écoute, faut faire des photos dynamiques en voltige, etc. Positives, donc qui montent vers le haut. Et elle m'a dit ok, go. Et puis il y avait Patrice Marchy, donc son compagnon. Cette photo-là, je l'ai prise depuis un Extra 200. Autre avion de voltige. Autre avion de voltige, mais moins puissant, avec mon petit gabarit à l'avant. Il fallait bien un pilote comme Marchy pour arriver à tenir la patrouille avec Aude, qui avait presque le double, enfin une fois et demi la puissance de l'Extra 200. Un avion qui est plus petit. J'étais vraiment complètement comprimé à l'avant, avec une bulle qui m'arrivait là. Et un appareil photo que j'avais du mal à... J'ai obligé de me reculer comme ça. Et puis on a réussi à prendre la photo sous facteur de charge, enfin plusieurs photos dans cette série-là, sous facteur de charge. Et là, c'est pas évident parce que un appareil photo, déjà, c'est lourd. Et quand on rajoute 2, 3, voire même des fois plus 4G, il faut arriver toujours à cadrer. Et c'est pas toujours évident, mais... Moi, c'est ce que je préfère. Alors, plus c'est sportif, plus j'aime ça, moi. Et là, tu supportes bien les facteurs de charge. Tu arrives à continuer à travailler, à réfléchir, à choisir le bon diaph, la bonne vitesse, tout ça? Oui. En général, je le règle avant. Je le fais pas sous facteur de charge, le réglage de l'appareil photo. Mais oui, j'y arrive parce que c'est une question d'habitude après. Hein. Je me rappelle, j'avais fait un vol avec un ami qui s'appelle Arnaud Moinet, que tu connais peut-être aussi. Qui était un ancien cartouche doré, et on faisait un vol pour Airbus Flight Academy dans un Grob 120. Alors Grob 120, c'est un avion école. Hein, oui, mais ça prend du facteur de charge quand même. Un peu. Et école avancée alors. Oui, école avancée. Il me dit vas-y, file-moi. Il me dit c'est de la merde ton boulot, en décollant parce qu'on aime bien se charrier. Et il me dit tiens, prends les commandes, tiens du facteur de charge, moi je vais t'en faire des photos. Et en fait, les photos qu'il a prises, c'était ses pieds. Bon, j'y suis allé un peu comme un bourrin sur le Grob. Mais effectivement, il a dit, effectivement, c'est pas si facile. Et puis, j'ai déjà envie de vomir. Le premier vol en voltige que j'ai fait, c'était en 2014. C'était avec les Captains, d'ailleurs, au-dessus du lac d'Annecy. Les Captains, c'est Alan Shaw et puis Marianne Shaw, surtout. De Cap 10. De Cap 10, pardon, oui. De Cap 10. Et en fait, au bout de 10 minutes de vol photo en voltige, j'ai dit stop, je vais être malade. Et puis après, je me suis habitué. Oui, c'est ça. Il y a une question d'accoutumance, tous les pilotes le disent. Le problème de l'accoutumance, c'est que dès que tu t'arrêtes pendant quelques semaines ou quelques mois, tu perds cette accoutumance. Donc chaque fois, toi, j'imagine que tu ne fais pas des photos toutes les semaines. Non, c'est pas une accoutumance, c'est juste, je pense que c'était la peur d'être malade qui m'a rendu malade. Et puis j'ai vu des ostéos qui m'ont dit alors peut-être si on te manipule le dos ça va aller mieux, etc. Bon, peut-être un effet placebo, peut-être, mais ça a marché. Depuis, je suis plus malade. Alors, il y a des avions qui sont plus dociles que d'autres. Les suivants, là, ce sont des Grumman HAC-4. C'est des avions d'épandage agricole, c'est ça? C'est ça. Alors, eux, ils font de la lutte anti-moustique dans tout le sud de la France. Ils sont d'une utilité publique. Très important. Et ces avions qui sont vraiment, moi je trouve particulièrement beaux, c'est les moteurs de T6. Moteur en étoile. C'est ça, ouais. Et je les trouve très très beaux. C'était pour la société, pour un reportage pour la société Delta 2. C'est un vol à plat, quoi. Oui. C'était docile, je sais pas si c'est le terme exact, mais c'était un vol à plat, c'était plus tranquille comme vol. Et puis là, pareil, des photographies très sympas à réaliser parce qu'un bel environnement, une belle lumière, des pilotes talentueux qui tenaient super bien la patrouille. Notamment sur ce genre de figure où on simule le début d'une percussion, en fait. Je crois qu'il y a la suivante après avec l'effet percussion. Ah oui, pas mal. Là, j'ai une seconde pour faire basculer l'appareil et l'obtenir en portrait. Tu es dans quel avion, toi ? Je crois que c'est... Alors, oui, c'était le même PA-32 que pour les Cockern Marine, même avion. D'accord, ok. Voilà. Et là tu étais bien sorti de l'avion, là, parce que là, tu es quand même... c'est du 3/4 arrière, ça, non ? En fait, avec la parallaxe, on a l'impression que je suis sorti de l'avion, mais en fait, je suis toujours à la porte. Et en jouant sur l'effet de parallaxe, on arrive à avoir un effet un peu de face, quoi. Là encore, une très très belle lumière.
Ah oui, puis un environnement toujours génial. Donc, Tu arrives à imposer ça, le choix du moment pour faire les photos? c'est souvent la première chose qu'on me demande. Et moi, effectivement, j'attends toujours que les lumières soient basses, soit très tôt le matin, soit plus tard le soir. Des fois, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui doivent rentrer et en avion et qui sont pas forcément IFR. Mais quand c'est possible, oui, j'essaie de les faire le plus tard possible. Celle-là est magnifique. Voilà, il y a un effet de vitesse parce qu'on est assez proche du sol et avec une obturation lente, on obtient du coup le mouvement dans l'hélice, le fameux mouvement dans l'hélice, mais aussi un sol qui défile. Ça donne un effet de vitesse, on a l'impression qu'il est à 300 nœuds alors que je crois qu'ils dépassent à peine les 110 nœuds. Je ne sais même pas s'ils y vont 110 nœuds ces avions-là. Alors là, tu dis que c'était une commande, hein, ça c'est une... Alors non, c'est une idée de reportage, un reportage sur ces avions-là, qui a été publié en France, en Allemagne et en Angleterre. Mais après, les photos, évidemment, je les passe à la société. Ouais. Alors justement, comment tu organises ton travail? C'est toi qui fais les propositions de sujets ou c'est des commandes de magazines, par exemple? Alors, il y a un peu des deux, et je dirais même des trois, parce que je fais mes propositions en magazine. Les magazines, des fois, me demandent des choses. Et puis des fois, des clients, ça peut être des constructeurs, sociétés de travail aérien, ou même des compagnies aériennes comme Jetfly, par exemple, qui me demandent des photographies. D'accord. Et moi, j'en profite pour proposer éventuellement, j'ai ces photos-là, j'en profite des fois pour proposer des sujets. Alors, tu as envie de faire un sujet. On sait que mettre en l'air 2 ou 3 avions plus l'avion photo, ça coûte cher, ça. Et comment tu arrives à convaincre les entreprises ou les propriétaires d'avions que tu as une super idée, que tu vas leur faire un super boulot? Eux, ça leur coûte cher aussi. Difficilement. Alors non, au début, effectivement, c'est très difficile quand tu n'as rien publié, quand tu as fait 2-3 petites photos au format A6 dans un magazine. C'est compliqué de convaincre les gens, mais effectivement, après, une fois qu'on a un portfolio et qu'on a diffusé des images, c'est déjà un peu plus facile. Alors, la photo suivante, c'est aussi un avion assez paisible, hein, mais celui-là, il t'a aussi permis de remporter un prix. C'était très compliqué, là aussi, de tout mettre, d'aligner les planètes. Et c'est encore une idée de Marc Descarpentries, donc, qui est sur le premier MM633, qui est un super copain, un véritable ami. Qui m'a dit tiens, j'aimerais bien faire une photo des traîneurs de l'aéronautique navale vintage, donc des avions d'entraînement de formation initiale des pilotes de l'aéronautique navale, avec les bateaux de formation initiale des marins de la marine nationale. Donc la Belle Poule et l'Étoile, les 2 goélettes qu'on voit au-dessus, qui d'ailleurs sont toujours utilisées par la marine nationale, qui ne sont pas exploitées par une association, contrairement aux 2 avions. C'était une idée qui était assez dingue, et moi à chaque fois quand on propose des idées dingues, comme dirait Mika Brajo, un autre de mes amis, j'adore ce genre de conneries. L'idée c'était de faire quelques passages et de les mettre sur la même photo en patrouille, donc les bateaux en patrouille et les avions en patrouille. Et donc là il faut aussi que à ce moment-là les bateaux soient tous les deux réunis dans la même rade. C'est pas évident. C'est pas souvent il faut que les pilotes des avions soient disponibles, que les avions soient en état de vol. Ça fait quand même beaucoup de conditions à réunir. Ces 2 avions-là, ils sont plus faciles à réunir dans la mesure où ils s'entraînent régulièrement ensemble et ils sont présentés, ils font une démo en meeting à 2, enfin maintenant à 3, parce qu'il y a celui de la Ferté aussi, je crois qu'il est à la Ferté, le bleu, qui appartient à Greg Sellier. Ces avions-là étaient plus faciles à réunir, même si chacun a une vie, chacun a un métier, hein, Marc Descarpentries et puis son leader. C'était plus facile. Par contre, les bateaux, c'était particulièrement long parce qu'il fallait déjà les accords de la marine. Il fallait que les 2 soient ensemble en mer, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui est même rare. Il fallait que la météo soit bonne. Bon, là, on n'a pas eu la météo. La lumière est pas mal quand même. Alors ça, c'est justement le travail de post-production, parce que tu verrais les originales, elles sont grises. C'est pas beau, non. C'est pas beau, mais après... le numérique permet ce genre de choses aujourd'hui, c'est qu'on va récupérer des couleurs qui sont sur la photo mais qui ne sont pas forcément mises en évidence. Et on peut récupérer justement du turquoise, du bleu. C'est sûr que j'aurais préféré avoir une belle lumière, mais finalement cette photo-là, avec cette ambiance-là, rajoute une ambiance un peu drama. C'est dommage que la mer soit pas formée aussi. Après, c'est le truc de tous les photographes, c'est une constante, on n'est jamais content. On n'est jamais satisfait par nos photos, on préfère toujours celles des autres. C'est comme ça que vous continuez à nous surprendre avec toujours des photos de plus en plus extraordinaires.
Là, vous avez tourné longtemps autour des bateaux? On n'avait pas beaucoup de temps, on avait, je crois, 5 ou 6 passages, ou peut-être un peu plus, mais pour faire 4-5 prises de vue différentes. Celle-là, c'était la plus compliquée parce qu'on a fait un premier passage, on était trop loin. J'ai demandé du coup au pilote qui se rapproche un peu plus, qui se mette un peu plus sur l'aile pour que la patrouille se place, que je puisse placer la patrouille en anticipant la trajectoire des bateaux. J'ai même demandé aux bateaux que les bateaux soient plus près l'un de l'autre parce qu'au début ils étaient plus éloignés. Et pareil avec l'effet de parallaxe, j'ai fait en sorte qu'ils soient un peu plus serrés l'un contre l'autre. C'est un effet d'optique qui doit avoir quand même une cinquantaine de mètres entre eux, les bateaux. Mm-hmm. Puis en plus, faire une photo verticale, ça te laisse pas beaucoup le temps. Alors je l'ai un peu recadré celle-là. Tu l'as recadré. D'accord. Okay. Alors elle est pas horizontale, elle est verticale, mais il y a un peu plus de champ devant, au-dessus, derrière, sur les côtés. Je dirais que je l'ai recadré, j'ai dû enlever 15% de l'image. D'accord. On peut encore même faire des tirages d'1 mètre de haut facilement. Oui. D'accord. Alors 0K te demande pendant combien de temps les 4 sont alignés? On parle d'une demi-seconde, non? Sur cette photo-là, c'est une microseconde. C'est une micro. Mais cet alignement-là, alors là, je te cache pas que j'ai pas mal rafalé parce que j'avais besoin de blinder la sécurité de ces photos-là s'il y avait trop de personnes impliquées. Mais sur cette prise de vue-là, je crois qu'il y en a 3 où il y a à peu près cet alignement-là. Mais l'alignement que je voulais, c'était vraiment celui-là, qui est un alignement parfait avec une petite diagonale qui part de la gauche du haut gauche vers le bas droit. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à une seconde avant, une seconde après, les 2 bateaux se confondent. Alors, une seconde après, ils auraient été confondus. Là, je voulais vraiment voir les proues. Ça, donc, c'était bien la photo primée. Quel concours, rappelle-moi? Toujours Aviation Week, Photo Contest. 2022, je crois. D'accord. La suivante est pas mal aussi. Et donc, c'est aussi une photo primée. Oui, celle-là a été primée au concours Jacques Balzan 2024. De l'Aéroclub de France. L'Aéroclub de France, oui. D'accord. Alors, là, il y a tout. On a l'effet de vitesse. On a le contre-jour, et d'un point de vue technique, c'est le genre de photo qui est la plus difficile à réaliser, non? Alors, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du photographe. Ça dépend du pilote, ça dépend de l'air aussi, surtout, parce qu'il faut que l'air soit calme. Oui. Parce que s'il y a de la turbulence, ce genre de photo est compliqué à réaliser. Il faut que le pilote soit très bon sur la patrouille. Pas de problème avec les compétences de Mika Brageot par rapport à ça. Mika Brageot aussi, donc c'est un pilote de l'équipe de France de voltige qui a été aussi surtout un des pilotes de Red Bull RS, les courses entre les pylônes. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien son sujet. C'est ça. Et là, il m'avait demandé de venir faire quelques photos parce que justement, il participe depuis à la Red Bull, non, c'est RSX, pardon. Ouais. Voilà, il voulait un effet de vitesse, on voulait donner l'impression, mettre en valeur le côté racer de l'avion. Et puis je lui dis il faut être bas, il faut être au-dessus de la piste. Et puis moi j'aime le contre-jour. Et puis Mika est très joueur. Il est très joueur, il dit ok, on fait tout ça. Donc on a attendu vraiment les dernières lueurs pour avoir quelque chose de sympa. Donc là il y a une obturation qui est très basse. C'est-à-dire là je crois que je suis à 1/30e de mémoire. 1/30e. Ouais, parce que je veux vraiment qu'il y ait un gros mouvement. Et comme l'avion photo ne va pas à 200 nœuds, c'était un Cessna 180 d'ailleurs piloté par Catel Brageot, donc la femme de Mika. Donc ça veut dire que l'avion de Mika te double alors? Non, pas du tout, il est en patrouille. Vous arrivez à... Il est en patrouille. D'accord. Donc l'avion, mais on est à peut-être 100 nœuds, pas plus. D'accord, ouais. Mais on a l'impression qu'il est à 250 nœuds. Ah oui, là ça marche bien l'effet. Là, ouais. C'est pour ça qu'il faut une obturation assez basse pour avoir ce rendu-là. Ouais. Et là, tu es légèrement devant? C'est ça, en fait, on est devant et puis il est en échelon refusé avec un étagement négatif sur nous. Donc, et puis ça donne cet effet-là. Et puis moi j'aime bien les petits détails qui se font partie de la chance, comme les lens flares, donc les petits reflets qui sont sur le dessus, et puis le petit reflet sur la profondeur gauche de l'avion. Donc la photo suivante, s'il vous plaît, je la mets dans le tuk-tuk. Hop, voilà. Ah, celle-là, elle est très très belle au niveau lumière à nouveau. Ça fait partie des photos qu'on doit prendre quand il n'y a pas du tout de soleil, et que malgré tout, il y a quand même un joli ciel. Et là, ça illustre bien le travail qu'on peut faire en post-production, justement, quand on a vraiment besoin de sortir quelque chose, de toute façon. Et puis au final, il y a quand même finalement de la lumière, des reflets qui viennent épouser les fuselages. Et puis ça met vraiment en valeur les avions. Les avions sont vraiment très beaux. Les avions se détachent de l'arrière-plan, là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'était sur le shooting des cocardes marines de mémoire, et c'était la partie où je devais photographier juste les jets vintage de la marine nationale. Ouais. Et ces avions-là sont tellement beaux que finalement, quel que soit l'angle sous lequel on les prend, la photo est réussie de toute façon. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de mérite quand on photographie un Paris avec un Zéphyr en patrouille ensemble. C'est juste trop facile, Ouais. tellement c'est beau. Alors, Zemiro te pose une question. L'IA est maintenant très utilisée. Mhm. Est-ce qu'il arrive que tu te retrouves avec des photos qui ne sont pas comme tu le souhaites et que tu rajoutes un élément grâce à l'IA? Ah non, non, je suis complètement allergique à l'IA. D'ailleurs, les photos IA, ça se voit tout de suite. Les avions sont pas cohérents, les paysages sont pas cohérents. Il y a des choses qui sont On pas commence à normales. en voir dans la presse? Des photos IA? Je pense pas. Hein. Non. Je pense que si jamais ça se fait, ce sera vite démasqué, et que la personne qui aura vendu sa photo générée par IA mettra du temps avant de republier une image. Parce qu'en fait, quand on prend une photographie, c'est quelque chose de réel. Ce qui est chouette avec une photo, contrairement à l'IA, c'est que c'est quelque chose qui existe et qui a existé et qui peut encore exister. C'est un instant suspendu dans le temps, comme disait Henri Cartier-Bresson. C'est pas quelque chose qui est généré par des 0 et des 1. Voilà. C'est pas un algorithme. Donc forcément non. Moi, l'IA, il y a des fonctions IA pour faire des post-productions sur les dernières versions de Photoshop ou sur Lightroom. Je les utilise pas parce que j'aime bien faire la post-production tout seul. C'est un peu comme le mode automatique sur un appareil photo. On peut mettre en full automatique. L'appareil photo va lui-même gérer l'obturation, l'ouverture du diaphragme, les ISO même. On a juste qu'à appuyer sur le bouton et on a une photo. Mais c'est pas comme ça qu'on obtient les plus beaux rendus, je pense. Tu arrives à personnaliser ta photo en jouant sur ces réglages-là? Oui, alors il y a un réglage de base. En fait, j'ai plusieurs réglages préprogrammés, des presets que j'ai sur l'appareil photo. J'en ai 4 ou 5, je sais plus exactement. J'utilise surtout 3, quoi. C'est-à-dire un qui est vraiment pour les lumières verticales, quand c'est dur, quand ça arrive. J'utilise rarement parce que j'essaie toujours d'être sur les lumières basses. Un pour le contre-jour en lumière basse et un pour l'éclairage normal en lumière éclairage standard, quoi. Et là, tes boîtiers actuellement, c'est quoi? Tu travailles avec quoi? Alors j'ai le D5 et le Z9 que je loue ponctuellement quand j'ai besoin de l'utiliser, parce que c'est un boîtier qui coûte très cher et que tant que le D5 marche bien sur des petites missions, je l'utilise encore parce qu'il marche très très bien. Et tu as plusieurs boîtiers quand tu es en train de faire une séance de prise de vue? Non. Au début, je travaillais avec le D5 et le D700. Je mettais un 24-70-2.8 sur le D5 ou le D700, je sais plus, et un 70-200 sur le second pour avoir une grande plage de focale. Mais finalement, je me suis aperçu que c'était plus encombrant qu'autre chose, plus dangereux qu'autre chose, parce que si dans un avion, même si on est à la porte d'un avion, on peut faire des bêtises, il peut y avoir de la casse ou un appareil photo qui tombe du ciel. C'est pas une situation d'avenir ni pour l'avion ni pour les gens en bas. mais non, aujourd'hui, j'ai trouvé l'optique qui me convient parfaitement, qui est un 24-120 f4 à ouverture constante, et qui est l'optique parfaite pour le vol photo, à mon sens. Après, tous les photographes sont pas forcément d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est parfait. Avec un filtre polarisant, on est au top. Alors, je suppose que 0K parle de l'IA. C'est comme si Monet avait utilisé des pochoirs. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais moi, je me compare pas à Monet. Hein, donc. Et alors, toujours 0K, est-ce que parfois on revient sans photo d'une sortie? Ah non, ça, il faut pas. Si on revient sans photo, il y a quand même non, je suis jamais revenu sans photo, parce que quoi qu'il en soit, il y a une pression de résultats permanente quand on fait du vol photo, parce qu'on a des gens qui consomment du pétrole. L'avion photo, des fois il est pris en charge, des fois c'est pas le cas, des fois c'est de ma poche. Donc un avion photo, ça dépend. Par exemple, alors quand c'est un Bonanza, ça va me coûter 200 €. Si le pilote est sympa, il ne facture que le carburant. Donc là, on essaie de faire vite. Mais j'ai déjà payé un T6 pour faire un vol photo, et c'est un T6, ça consomme. Hein. Donc je donnerai pas mes tarifs parce que c'est pareil, j'ai des copains qui sont sympas, qui me font un tarif réduit, mais c'est plusieurs centaines d'euros, dans les 400, peut-être 500 €. On va passer à la suivante. Alors, vas-y, je te demande... Ça, c'est une photo qui a été prise en Côte d'Or. On voulait illustrer la Côte d'Or, et puis ce qui, pour Bernard Charbonnel et pour beaucoup de pilotes, donc Bernard Charbonnel, c'est
le monsieur qui pilote cet avion-là, Charbeau, qui était le numéro 2 du Jet Team, qui me disait le PC-7, c'est le meilleur avion du monde, il est extraordinaire, il faut absolument que tu fasses un pied dessus, viens, on va faire des photos, etc. Donc moi, je l'écoutais, parce qu'ils sont de bons conseils, puis je trouve que le PC-7 est un très très bel avion. Et puis bon, on a fait des photos en Côte d'Or avec des vignes justement dorées. Il voulait appeler cet article PC7 et vignoble. Je dis bon, je suis pas sûr que ça passe, mais du coup on a fait le tour des châteaux, on a fait plusieurs châteaux. Donc là on n'en voit pas sur cette photo là, mais on a survolé plusieurs châteaux, dont celui de Savigny qui a un musée extérieur, tu sais, avec des avions en pot de fleurs. Voilà. Et alors tu parles de Charbeau. Tu connais beaucoup de pilotes, mais il t'arrive des fois d'embarquer avec un pilote que tu connais pas, ou tu te Alors méfies? j'essaie d'éviter. Si je le connais pas, en général, ça va être quelqu'un qu'on m'a conseillé, que quelqu'un que je connais m'a conseillé. Mais effectivement, ça m'est déjà arrivé de voler avec des gens que je ne connais pas du tout, et c'est pas mes meilleurs souvenirs. Alors des fois, agréable surprise. Mais des fois, non. Des fois, on se retrouve avec des mecs qui ont envie de montrer ce qu'ils savent faire. Et on sait qu'en aviation, quand on cherche à montrer ce qu'on sait faire, ça peut mal finir des fois. C'est toujours ça le risque. On a vu malheureusement par le passé des séances photos qui se sont très très mal finies. Oui. Donc ça reste une technique, une prise de vue qui peut vite devenir dangereuse. D'ailleurs, Jacques Bottelin disait souvent, et je pense qu'il le dit encore, que le vol photo s'apparente beaucoup à la patrouille en meeting. La différence qu'il y a un facteur auquel les pilotes ne sont pas habitués, c'est le photographe. Et que ça va vite être très, très tunnelisant. On veut faire plaisir aux photographes, on veut se montrer, mais on en oublie de piloter l'avion ou les paramètres de sécurité initiaux. Donc c'est une plaque d'horizon qui n'existe pas, mais qui pourrait peut-être être ajoutée en l'occurrence. Donc il était toujours très 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 carré là-dessus, et à chaque briefing il expliquait à quel point la sécurité était primordiale, et l'élément de sécurité dans les briefings et même dans le storyboard est capital, vraiment. Alors, Monsieur Chauve-souris te demande si tu fais de temps en temps des photos juste pour le plaisir, sans client. Oui, alors sans client, bien sûr, oui, bien sûr, ça m'arrive, parce que d'ailleurs, ne serait-ce que pour m'entraîner, quand j'ai pas mal de copains, notamment Anthony Bézard, Benoît David, de leur projet à Darrois, des fois ils me disent, ah viens, on va faire des trucs, etc. Et puis on fait des photos juste pour le fun, moi ça me permet de m'entraîner, eux ça leur fait des images sympas, et puis oui, ça m'arrive aussi, ouais. Mais il faut pas trop le dire, parce qu'après mes clients, ils vont faire la gueule. Ok, alors là on va passer maintenant dans une autre dimension, là. Donc là, on change complètement de catégorie. Donc vous l'avez reconnu, c'est le Rafale, en l'occurrence un Rafale C. Alors comment es-tu arrivé à photographier des Rafales? C'est à quel moment dans ta carrière tu as basculé? Parce que là c'est la cour des grands, là. En fait, j'avais déjà pas mal de publications. J'avais déjà volé sur avion d'armes à l'époque, sur MB339. Et là, je voulais simplement faire des photos de Rafale pour illustrer les 10 ans du RSD. Malheureusement, la livrée... Le RSD Rafale Solo Display. D'accord. Donc c'est le Rafale qu'on voit dans les meetings aériens. C'est la présentation qu'on verra aussi au Salon du Bourget. C'est le Rafale dans toute sa dimension. Donc je voulais faire des photos pour faire un article sur les 10 ans du Rafale Solo Display. Malheureusement, il n'avait pas encore reçu la livrée des 10 ans. Et donc Sébastien Nativel, Babouk, le présentateur du Rafale à l'époque, m'a dit du coup on fait quoi? Je dis la manip est validée, donc on va quand même y aller. Puis moi je vais faire mon article. Dommage, il n'y aura pas la nouvelle livrée, mais au moins je vais faire des jolies photos, on va s'amuser. Donc on a vu que c'était accepté par le CIRPA et par les états-majors, on y est allé quand même. C'est ce que j'allais te dire, c'est pas qu'une question de discussion, de convaincre le pilote du Rafale, c'est qu'il faut convaincre tout l'état-major de l'armée de l'air là, pour faire des photos comme ça. Alors tout l'état-major, je ne sais pas, mais le CIRPA surtout. Bon, alors là c'est une photo verticale, donc il y a deux possibilités. Soit tu prends à travers le plancher de l'avion, soit on est en vol inversé. En fait, j'étais dans un Extra 330 de levé. Alors, il m'avait proposé un Grob, faire des photos. J'avais pas trop envie. Je sais que c'est peu manœuvrant, que je serais très limité. Ou un Extra de l'EVA. Et j'étais avec l'Extra, c'est donc l'avion le biplace de voltige aérienne. Ouais. C'est l'avion de référence pour les championnats du monde de voltige, par exemple. Donc, c'est une Formule 1 du ciel. C'est ça. Donc, le petit biplace en tandem. Ouais. Moi, j'étais à l'avant. Et c'était Sébastien Berneron qui le pilotait, d'ailleurs.
Et puis en fait, je vais briefer ça. Je lui dis, tiens, je veux une photo vue d'en haut, mais comme j'ai pas de tranche arrière pour faire des photos plongeantes comme ça, j'ai dit, on va me le mettre sur le dos et puis je vais faire des photos comme ça. Sauf que j'ai eu un petit souci, c'est comme je suis grand, une fois sur le dos, malgré le fait que j'étais serré, je me suis retrouvé avec la verrière là et l'appareil photo qui passait plus. Du coup, j'ai fait au jugé, je me suis mis comme ça, je l'ai mis comme ça. Là, pour le coup, j'ai regardé, tu vois. Et puis là, j'ai ajusté. Et au bout de 4-5 photos, j'en ai eu une que j'ai presque pas recadrée. Je crois qu'elle est recadrée à même pas 10%, celle-là. Puis je voulais un fond un peu sympa, un peu original. Donc on est allé au pied de la montagne Sainte-Victoire. On a du coup la verdure de la garrigue et puis cette terre rouge, la ocre, très, très caractéristique du pied de la montagne, très féreuse. Donc ça donne un aspect un peu planétaire. Alors, quand tu te lances sur la photo du Rafale, par exemple, tu te dis, voilà, je vais faire des photos de Rafale. Tu as présent à l'esprit les milliers et les milliers de photos de Rafale qu'on voit. Il y en a qui sont très, très spectaculaires. Il y a tous les grands photographes aéronautiques ont pris en photo le Rafale. Et parmi ces photographes, tu as aussi les photographes de l'armée de l'air qui passent leur temps à photographier. Qui sont très doués. Qui sont très doués, oui. C'est pour ça que je les mets dans la même catégorie. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus ? Là, je voulais apporter un arrière-plan, surtout. Un arrière-plan et puis une vue comme ça, pratiquement pleinement verticale. Il ne pouvait pas être complètement vertical, sinon il aurait dépassé l'extra et on nous aurait perdu de vue parce que la Babouk, il a déjà, à mon avis, les cervicales qui chauffent là sur cette photo. Donc ça, c'est la position qu'on appelle Top Gun, hein, c'est ça ? C'est ça. D'ailleurs, Babouk m'a dit, mais j'étais un peu déçu que tu me fasses pas un doigt d'honneur comme Goose dans Top Gun. Et j'ai promis que la prochaine fois, j'y penserai. 0K, entre les coûts des vols et du matériel, quel volume de mission il faut pour pouvoir en vivre ? Ça, c'est une très très bonne question. Pour en vivre, il ne faut pas se cantonner juste à la photo déjà. Moi, j'écris des articles aussi. Alors, soit il faut beaucoup de volume de mission, mais il y a une certaine précarité, je pense. Surtout, il y a une période dans l'année où ça vole moins. Et puis après, il faut pas avoir qu'une seule corde à son arc. Moi, j'écris des articles aussi. Je fais des photos pour comme je t'ai dit, pour la presse, mais aussi pour les constructeurs. Quand on me demande aussi des photos simplement au sol, je vais les faire. Je vais pas dire non, moi je suis que photographe aéronautique. Moi, si l'avion il est pas en l'air, je les fais pas. Je fais pas ma diva, quoi. Donc quand on me demande des photos, je les fais. Voilà. Et après, quel volume ? Je dirais qu'il faudrait, pour pouvoir vraiment en vivre, il faudrait au moins 2 missions par mois. Donc c'est énorme. C'est énorme. Moi, je suis à peu près à, on va dire, aller 2 tous les 2 mois, à peu près. Et donc, le fait d'écrire, c'est quand même un plus. Ah oui, parce que ça permet quand même d'accompagner les photos et puis de convaincre plus facilement une rédaction, un magazine. C'est ça. Alors après, c'est différent. Pour les magazines, effectivement, là, j'en fais une par mois, mais on parle d'avion, on parle pas d'avions d'armes. Là, si la question c'était pour les avions d'armes, effectivement, là, c'est beaucoup plus rare. Mais pour Infopilote, le magazine pour lequel je travaille aujourd'hui, ça peut être facilement une mission, voire 2 par mois quand la rédaction a besoin de marbre, c'est-à-dire avoir des articles en avance. Donc, ça, il faut y aller, quoi. Et puis après, quand tu as vraiment une belle photo ou un beau sujet, c'est là que tu essayes de le vendre à l'étranger aussi ? Ah oui, en général, quand j'ai une photo ou un sujet intéressant, puis, je les vends à l'étranger, mais souvent, c'est eux maintenant qui viennent vers moi. Là, récemment, Aérocourrière en Allemagne m'a demandé si j'avais des sujets pour eux, est-ce qu'ils ont besoin de marbre, parce qu'ils préparent l'été, préparent leurs vacances. Alors, justement, tu parles de reportages où tu écris. Tu as écrit aussi pendant quelques années pour Aérobuzz. Oui. Et donc, on peut retrouver tes reportages sur Aérobuzz. Et alors, sur Aérobuzz aussi, un été, il y a 2-3 ans, on avait choisi de tous les jours présenter une photo. Et on demandait aux photographes de nous expliquer les coulisses de cette photo. Et parmi ces photos, il y avait cette photo. Cette photo, tu l'as décodée, tu l'as expliquée dans Aérobuzz un été. C'est une photo qui a été primée aussi ? Non, elle n'a pas été primée. Nous, on aurait pu la primer, parce qu'elle est assez extraordinaire, celle-là. Elle m'a été achetée par Dassault. Dassault l'a rachetée, mais elle a été publiée dans peut-être 3-4 magazines en France, au Japon, en Corée du Sud. Je compte même plus le nombre de publications qu'elle a eu, celle-là. Ça, c'est le genre de photo qu'aurait pu faire Alain Ernoult.
Oh, je suis sûr qu'il aurait fait mieux. Tu es trop modeste. Tu es trop modeste. Alors, vas-y, explique-nous un peu cette photo. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit 2 rafales marines de la 11F qui ont des dérives spéciales pour les 100 ans de la flottille, qui célébrait ses 100 ans en 2019. Qui sont tous les 2 armés en missiles RR et qui tirent des lance-flares, donc des leurres antimissiles thermiques, qui effectuent un break par la droite. Donc en fait, l'idée c'était d'essayer de placer des. J'avais dit un truc complètement fou donc à Helmut, donc le pacha aujourd'hui le pacha en seconde, le commandant en seconde de l'Andivisio, qui était à l'époque pacha de la 11F et qui est le pilote du premier Rafale, au premier plan. J'avais dit moi j'aimerais bien quand si on tire les flares, qu'il y en ait un qui sépare les avions. J'en voulais juste un entre les deux, en fait. Et comme ils ont tiré ensemble, j'en ai eu un au-dessus et un en dessous. Et ça donne un rendu absolument sympa. Les flares qui éclairent, qui allument les voilures par-dessus, c'est assez remarquable. Alors, une photo comme ça, tu l'expliques avant au pilote. Tu as passé combien de temps avant pour arriver à réussir cette photo? Alors, entre l'idée qui a été lancée d'ailleurs au Salon du Bourget, je l'avais lancée avant, mais j'ai rencontré Helmut au Salon du Bourget en 2019, c'est 2019, Bourget, oui, c'est ça. Et le moment où on l'a réalisé, il s'est passé à peu près 6 mois. Mais la préparation, on va dire que c'est tout mis bout à bout, je dirais que c'est un bon mois. Voilà. Alors, ça consiste en quoi la préparation d'une photo comme celle-ci? Alors là, c'est déjà donc les autorisations, être accepté, que les pilotes acceptent et que l'AVIA accepte. L'AVIA, c'est l'entité qui gère le commandement et la communication de l'aéronautique navale. C'est ça. Ouais. Qu'ils acceptent déjà l'idée des photos. Donc là, c'était facile parce que c'était les 100 ans de la 11F et qu'il fallait quand même marquer le coup. Et puis après le storyboard, donc je propose quelque chose. Helmut lui il étudie avec ses pilotes, il revient vers moi et encore une fois il l'enrichit de ses remarques, il dégraisse le storyboard, donc il supprime des séquences tout simplement où il dit on pourrait la faire mais plutôt comme ça, etc. machin. En fonction de ce que j'ai proposé, en fonction de ce qu'il dit, en fonction de ce que je veux. Il y a un vrai ping-pong entre l'Andivisio et moi pendant plusieurs semaines. Et puis après, après il y a un briefing qui est fait, qui prend du temps, qui prend à peu près, je crois qu'on a briefé pendant 1h30 à peu près. Et puis après, il n'y a plus qu'à décoller, puis appuyer sur le bouton et bala con Dios. Hein. Alors, on a l'impression que le Rafale va te percuter la seconde qui suit la photo. Quelle est la distance entre toi et les avions et comment se passe la séparation après cette photo? C'est très très bonne question en Rafale. Il passe assez près, mais... Tu étais dans quel avion, toi? J'étais dans le Fouga Zéphyr de Cocarde Marine, piloté par l'amiral Xavier Audaille, que je salue et qui est aussi un ami que j'apprécie beaucoup. La contrainte surtout pour les Rafales, c'est que moi je voulais pas shooter avec verrière fermée parce que le Zéphyr est vieux. Verrière elle est toute rayée, un peu abîmée par le temps, ce qui est normal sur un avion de cet âge-là. Et donc l'avantage du Zéphyr, contrairement au Fouga Magister, c'est qu'on peut voler verrière ouverte, parce qu'elle coulisse vers l'arrière. C'est un avion, c'était la procédure d'appontage d'ailleurs. Il fallait que la verrière soit ouverte comme il n'y avait pas de siège éjectable. Mais l'avion est limité à 150 nœuds. Donc ça veut dire 150 nœuds, ça va pour les Rafales. Mais il ne faut pas que ce soit beaucoup moins, surtout s'il y a des évolutions à faire autour. Là, quand il est passé, je veux dire qu'il est passé peut-être à 10-15 mètres derrière nous, parce qu'en fait, je suis quand même en vue 3/4 avant, enfin, légèrement décalé. Donc il y a pas tu as quelle focale, là? Tu as une idée? Oh, je sais plus, là j'ajuste après. Mais non, mais je veux dire, c'est quand même. C'est pas un téléobjectif. Je dirais que je dois être à 40 mm. Voilà, c'est ça. Tu es vraiment prêt là. Et un Rafale et surtout 2 Rafales à 10-15 mètres, ça doit paraître gros quand même. Ah oui, et ce qui est impressionnant, c'est surtout le bruit que ça fait. Quand il y a beau avoir du vent avec la verrière ouverte à 150 nœuds du Zéphyr, on les entend très très bien. Et là, donc, les flares, il y a eu un seul largage? Non, d'ailleurs, on vous en voit un qui est caché derrière le premier, oui. Qu'on ne voit pas, qui est juste derrière. Parce que celui qui est le numéro 2, au fond, a tiré 2 flares. En fait, les deux en ont tiré 2, je pense. Et il y en a un qui est caché par le premier.
Quelqu'un demande, est-ce que une fois que si quand une revue, un magazine te demande une photo comme originale, hein, tu vas aller faire une séance photo pour eux, est-ce que après tu as le droit d'utiliser ces photos pour quelqu'un d'autre, ou dans un autre magazine? Alors ça dépend du contrat qui est signé. En général, je fais en sorte de pas limiter la publication. Donc on me l'a encore jamais demandé. On m'a jamais demandé une exclusivité totale sur une photo, parce que je trouve que c'est dommage. La photo, faut qu'elle soit vue. Donc plus elle est diffusée, mieux c'est. Que ce soit pour la communication de Dassault, pour les photos, ou pour la presse, c'est dommage. Si demain on me demandait une exclusivité totale, la photo elle serait vendue beaucoup plus cher. Mais moi, mon but, c'est pas de faire... si, évidemment, comme tout le monde, de gagner ma vie. Je préfère que la photo soit vue, soit diffusée, parce que j'aime bien l'idée que mes photos puissent plaire aux gens, qu'ils puissent se dire « Ah, c'est super, j'aime le Rafale, j'aime ça, etc. » C'est un bel avion, c'est un avion de voltige, c'est super, etc. Qu'ils puissent le voir dans des magazines. Alors là, on a des spécialistes avec nous quand même, parce qu'on en est sur le chat à parler des numéros des avions. Et notamment, on parle d'une photo où il y avait le 32, le 35, le 37, le 10 et le 11. Donc là il y en a 5. Et donc là c'est le début de la séquence. C'est le tout début de la séquence. Et là, grosse pression, parce que je ne sais pas combien coûte l'heure de vol un Rafale, tout compris. Je tiens d'ailleurs à remercier le contribuable. On a 5 Rafales en l'air pour une mission qui est dédiée. Donc c'est pas une mission photo dédiée. Donc ça veut dire c'est pas à l'issue d'un entraînement, les plans ont été faits en vue de faire cette mission-là. Et là, en fait, la difficulté, effectivement, c'était d'avoir un échelon. Je voulais un échelon. D'ailleurs, il y en a un qui est pas vraiment en place. Et si je le retrouve, ce pilote, ça va mal se passer. Attends, le quatrième. Le chat va le dénoncer, tu vas voir. Ouais, Alexandre Boll, que je connais d'ailleurs, c'est un copain qui a cité les numéros. Si tu sais qui c'est le pilote, tu me le présenteras et je le remettrai en place. Et alors, donc vous êtes parti avec 5 avions. Et tu as fait plusieurs tableaux, oui. Plusieurs tableaux, voilà. Et donc, comment le storyboard devait être quand même assez costaud. On avait une vingtaine de pages, à peu près. Une vingtaine de pages. Et donc, un gros briefing avec les pilotes avant le départ. Mais qui s'est fait par téléphone, donc c'est encore plus difficile. Parce qu'ils étaient à Landivisio et moi j'étais à Morlaix. D'accord. Qui s'est fait par téléphone avec l'amiral Xavier Houdaille, moi. Et les pilotes, Yvan Lonel, Helmut, qui faisait son briefing avec les pilotes en direct avec moi et avec nous. Et après, on avait quand même travaillé longtemps tous ensemble sur le storyboard pour pouvoir le faire par téléphone. Mais, et puis, les marins sont très carrés sur les... je dis pas qu'ils sont plus carrés que l'armée de l'air, mais il y a une espèce de je sais pas, non, je pense que c'est pareil. Les militaires, de toute façon, c'est des briefings qui sont très carrés, avec beaucoup de précision, beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup de choses qui doivent être clarifiées, des what if. Donc ça veut dire what if, ça veut dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un problème, s'il y en a un qui fait si là il y a une perte de visuel, il y a des sanctuaires qui sont établis pour chaque avion, parce que là des sanctuaires d'altitude, ça veut dire que par exemple s'il y a un problème, s'il y a une panne, s'il y a un choc aviaire en mer, c'est possible de prendre une mouette par exemple. Si y en a un qui perd le visuel au moment d'une séparation, c'est l'ordre sanctuaire, ça veut dire chacun se met à une altitude qui est déjà indiquée à l'avance. Donc le Zéphyr avait son sanctuaire, donc chacun a une altitude, et tant qu'on ne s'est pas revu, qu'on ne se revoit pas tous, on reste sur les sanctuaires pour éviter tout risque d'abordement, tout simplement. Oui, donc c'est des photos quand même qui demandent une longue préparation. Et ensuite, au moment où tu attaques la séance photo, pour passer d'un tableau à l'autre, comment ça se passe ? Là, il y a des transitions à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on aura indiqué sur le storyboard que là, en l'occurrence, c'était le 4 et le 5 qui était RTB, donc qui est Return to Base, qui rentre... 4 et 5, c'est les plus éloignés ? Les plus éloignés. D'accord. À l'issue de ça, les 4 et 5 partaient, rentraient. Et après, on continue à 3 pour faire notamment l'éclatement qu'on voit sur une photo qu'on a vu comme Martin va nous montrer maintenant. Là, il y a toute une série, parce qu'on en a fait 2 des éclatements. Comme ça. Donc après, une fois que l'éclatement est fait, il faut que les avions se rejoignent. Donc là, il y a toute une procédure aussi pour se remettre en position en toute sécurité sur l'avion photo, qui lui, évidemment, reste le leader du dispositif. L'avion photo est le leader à chaque fois dans chaque manip photo. Et celle-là, le Rafale au premier plan est passé assez près.
En toute sécurité, mais là j'ai trouvé ça très impressionnant parce qu'il est vraiment passé, aller peut-être à une quinzaine de mètres derrière le Zéphyr. Mais au moment où il fait ça, c'est assez impressionnant parce que c'est quand même assez gros, un Rafale, on se rend pas compte, mais c'est assez imposant. Oui. Oui, puis comme tu le dis, il y a la masse, mais il y a aussi le bruit. Ouais, alors quand ils sont à 5, c'était un truc de dingue. Hein. Ouais. Là, c'était fou. En vol, malgré, je dis encore une fois, malgré les perturbations aéro à l'intérieur du cockpit et tout, c'était. Donc là, à 3, puis après à 2. Et après à 2. À 2, ouais. Et après à 2, c'est le qu'on a montré après avec les tirs de flares. D'accord. Voilà. Moi, j'avais demandé un éclatement à 5, mais bizarrement, ils n'ont pas accepté. Éclatement à 5 avec des flares de partout. Je voulais un truc vraiment. Mais ils m'ont dit bon, on va le faire à 2. Hein. Donc, et là, c'était combien de temps en vol avec 45 minutes. 45 minutes entre minutes. Le bloc entre le décollage et l'atterrissage. Donc là, vraiment, tout s'enchaîne comme sur une partition de musique là. Oui, il vaut mieux. Ouais. Mais encore non. Enfin non, en fait non. C'est-à-dire qu'en fait le problème des vols photos, c'est que comme avait dit encore une fois, je vais citer l'amiral Xavier Houdaille, qui disait écoutez, alors à l'époque on se voyait, il me disait écoutez Bastien, nous allons briefer. Rien ne va se passer comme prévu, mais briefons quand même, c'est important. J'avais trouvé cette phrase absolument magique. Et effectivement, c'est rare que ça se passe exactement comme on a prévu. Mais le briefing permet justement de s'affranchir et de limiter les risques qu'on peut rencontrer une fois qu'on est là-haut, quoi. Il y a toujours des imprévus. Et il y en a quelques-uns sur cette série-là, mais je ne dirais pas lesquels. D'accord. Ça sera dans tes mémoires. C'est ça. Puis voilà, c'est dans mes mémoires et dans celle des pilotes qui étaient là ce jour-là. Après avoir vu les 5 Rafales en patrouille, ou l'éclatement, là c'est de la poésie pure. Bah oui, mais ces avions-là, c'est de la poésie de toute façon. Et alors qu'est-ce qu'on voit là ? On voit 2 poètes. On voit Anthony Bézard et Benoît David, qui ont les pilotes de la patrouille alternative du haut. Et ces avions-là, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir en démonstration, c'est un ballet. C'est un vrai ballet aérien. C'est fabuleux parce que c'est du pilotage, c'est du doigté, c'est de la finesse, c'est un sens de l'air. C'est savoir gérer l'énergie. Donc quand on les voit en évolution, c'est absolument génial. Et je voulais pas que mes photos ressemblent à autre chose qu'à ça. Je voulais quelque chose justement de doux, d'harmonieux, qui fasse un peu penser à une petite fresque. Et en plus, on a repris l'idée d'une photo qui avait été faite par la patrouille Skyhawks, qui volait sur 3 RF4D, fournis RF4D comme ces machines-là. Alors, on fait un renvoi en bas de page, là. Le RF4D, c'est donc l'avion planeur de René Fournier. C'est un avion des années 60, avec un petit moteur de Volkswagen d'une vingtaine de chevaux, quelque chose comme ça, 24. Je crois que c'était ça. Je rappelle et c'est un avion qui avait une finesse remarquable, hein, c'est-à-dire une finesse du niveau de celle des planeurs de l'époque. Et c'était des avions planeurs qui ont permis la formation de beaucoup de pilotes. Et surtout, c'était des avions écolos pour l'époque et déjà très économiques. Exactement. Et aujourd'hui, ils sont pile dans l'air du temps parce que c'est des avions qui ne consomment rien, qui ne coûtent pas cher aux organisateurs et qui offrent une démonstration absolument géniale. Et alors, cette photo, donc, elle a été prise où ? Elle a été prise, ça doit être dans Bourgogne, c'est au large de Darrois, je dirais. Au large. C'est vers Pouilly, je ne sais plus trop, mais là pour le coup, pour la navigation, quand je vais photographier là-bas, Anthony et Benoît et même Marc, le pilote du Broussard, qui était l'avion photo, savent très bien où m'emmener. Ils connaissent très bien le coin, donc il dit attends, tu vas voir, il y a un joli coin là-bas, il y a une petite vallée, il y a ci, il y a ça, il y a une Madone à photographier en arrière-plan. Donc j'ai pas trop besoin de me prendre la tête sur la navigation quand je vais faire des photos avec eux. Et pour la petite histoire, le fumigène du leader, donc l'avion bleu qui est en haut, ne marchait pas. Du coup, sur le contre-jour, le soleil donne l'impression qu'il y est peut-être, il y est peut-être pas. C'est ça. Mais du coup, ça choque pas. Oui, ça choque pas du tout. Il y avait un petit problème technique. Et là encore, quand on débute en photo, on te dit toujours, tu t'arranges pour avoir le soleil derrière toi. Voilà. Toi, c'est l'inverse. T'as le soleil en pleine face là. J'adore le contre-jour. Je trouve que ça donne des ambiances toujours. Puis ça fait ressortir les fumigènes. Voilà. Les fumigènes. Alors avec la plupart des photographes amateurs, le contre-jour donne une photo ratée. Je suis pas d'accord.
J'ai déjà vu des gens dire cette photo elle est ratée parce qu'elle est contre-jour. Et moi je dis mais non, ta photo elle est pas ratée, elle est très bien en contre-jour. Je la trouve très chouette comme ça. Il faut juste la travailler un petit peu. Toujours quelque chose à faire. Donc ça c'est une photo qui a été primée aussi, je crois. Hein. Elle a été primée, encore une fois, au Aviation Week Photo Contest 2000, je sais plus, 2023, je crois. Ah, alors là c'est beaucoup moins poétique comme avion. C'est quoi ce... Alors ça, c'est un autre aspect de la photo en vol, parce que là, il n'y a pas de storyboard, il n'y a pas de préparation en amont. Il y a juste un pilote qui accepte de m'embarquer. Alors ça prend aussi du temps parce que c'est sur des contrats marine de plastron, qui accepte de m'embarquer en tant que journaliste pour faire un reportage sur son activité, sur le plastron des avions marines. Alors, nous vous renvoie en bas de page. Le plastron, c'est quoi? Alors, le plastron, ou le raider, c'est une activité qui consiste en fait à aller attaquer, simuler des attaques sur des forces, que ce soit maritimes ou terrestres ou aériennes, avec donc l'armée peut faire ça entre elles. Ça peut être un Rafale qui va plastronner d'autres Rafales, ou plastronner, qui va aller attaquer, donc simuler des attaques sur des bateaux. Mais ça coûte de l'argent. Un Rafale, ça coûte cher. Et surtout, ça use les potentiels. Il ne faudrait pas que les MCO, les mises en condition opérationnelles, soient dans le coma juste parce que voilà. Donc c'est pour ça que l'armée utilise de plus en plus des sociétés comme SDTS ou comme Babcock, prochainement là à Dijon, pour externaliser les plastrons. Donc ils proposent des solutions comme des avions qui sont capables de voler rapidement, de simuler les attaques, qui ont des systèmes d'armement, alors qu'ils sont désarmés évidemment, ils ne sont pas du tout militarisés, sinon ce serait des mercenaires, mais qui vont aller, alors en l'occurrence, la société d'Emmanuel Delin va aller attaquer des bateaux de la Marine nationale. Ce jour-là, c'est ce qu'ils faisaient, des porte-hélicoptères, des frégates, avec toutes les procédures qui sont mises en œuvre pour aller attaquer et pour riposter aussi de la part des frégates. Et donc là, moi, j'étais en place arrière d'un autre avion comme celui-là, donc un MB339 à Air Macchi, qui est d'ailleurs le même avion que ceux qui équipent la patrouille italienne, plus pour très longtemps d'ailleurs, je crois qu'ils vont changer. Oui. Et qui vole à 400 nœuds à peu près, qui peut voler jusqu'à 400 nœuds. Et là, là, on est à 350 nœuds, là, à peu près à même pas 10 mètres de l'eau. Donc là, ça turbulait beaucoup, malgré le fait que ça aille vite. Ouais. Et j'avais placé, alors je suis en place arrière de l'autre Air Macchi, j'avais placé mon appareil photo, je l'avais calé sur le head-up display, sur le HUD de la place arrière pour pouvoir l'avoir un peu stable. Et puis là, j'ai mis au grand angle, et puis ça a donné cette photo. Donc là, c'est un coup de bol pour que ça rende ça. Mais oui, un coup de bol, oui. Tu es trop modeste. Non, mais c'est vraiment un coup de bol, là, parce que ça bougeait énormément. J'ai dit, je me suis dit, je vais essayer d'obturer lentement, parce que comme il n'y avait pas de briefing, j'étais spectateur finalement de toute cette mission. Et moi, comme ils attaquaient à deux, j'ai essayé de faire des photos comme je le pouvais de ces avions-là. Oui, la composition, le cadrage et le talent font de très belles photos. Voilà. Résumé de Pierrick, très sympathique, altruiste et pas avare de conseils pour les photographes amateurs. Ça devient rare. Je sais pas, ça devient rare, parce que moi, quand on m'a demandé des conseils, j'ai déjà eu des jeunes qui m'ont posé des questions, que ce soit sur Messenger ou sur Insta, qu'est-ce qu'il faut faire, et pour te dire, je dis écoute, commence par faire des petites photos simples en aéroclub, fais du vol photo progressivement avec des gens par contre qui sont sécuritaires, et puis après équipe-toi correctement et surtout sois à l'aise, et puis fais attention, ça reste des environnements sensibles. Dans un DR400, on peut pas se retourner faire n'importe quoi quand on a un avion dans son aile, mettre un coup de genou dans le manche, des choses comme ça, quoi. Toujours aussi provocateur, chauve-souris. Est-ce que les photos réussies hors portrait, c'est pas toujours de la chance? Alors évidemment, il y a une part de chance des fois. Tout est préparé, mais quand en plus la chance s'invite, on a des fois il m'est arrivé d'avoir des photos où même moi je me disais ah ouais là, je veux dire là il faut que j'appelle ma femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Et là en l'occurrence il y en a une que j'ai en tête, je crois que je l'ai mise dans la série, qui était faite pour Apache Aviation, d'un Epsilon, où on avait quand même vachement bossé sur le tableau, et au final j'ai en plus un petit détail qui était génial. Et non c'est évidemment la chance. Donc la chance, ça peut être aussi comme avec le Bronco, la lumière qui va sortir au dernier moment, ça va être
Ça va être des choses des petits détails qui vont apparaître, qui vont pas forcément avoir un truc absolument dingue, mais qui... Là, tu as eu de la chance. Donc, oui. Là, c'était une commande d'Apache Aviation. Ils disent on veut des photos, il faut que tu viennes nous faire des photos. On a racheté des TB30 Epsilon réformés au domaine. On va les moderniser, on va faire du PRT avec, on va faire du vol à sensation, on va faire ces choses-là. Peut-être une petite patrouille. D'ailleurs, on l'avait vu au meeting de France. Je ne sais plus en quelle année c'était, peut-être en 2020. Et j'avais dit, il m'avait dit c'est juste dommage, ils fument pas ceux-là. Je lui ai dit mais après on peut trouver une solution pour essayer de les faire fumer. Et puis je me suis dit tiens, on va essayer de faire un passage au-dessus de la piste et on va faire dépasser les bandes de piste sur cette photo-là. Donc on a fait un passage bas. Là je suis dans un Bonanza avec une porte cargo qui a été démontée. Et on passe au-dessus de la piste. Et premier passage, c'était pas tout à fait ça. Deuxième passage, j'ai plus aligné l'Epsilon et l'avion photo du coup aussi sur la piste. Et on a eu cet effet avec les bandes qui sortent des ailes. Et puis la petite cerise sur le gâteau, le coup de chance, sont les strobes qui clignotent pile au bon moment. Voilà. Et ça, oui, tu peux pas le calculer, ça. Non, ça je l'avais pas calculé. Et là, pour le coup, c'est vraiment un gros coup de bol. Et là, l'avion est parfaitement aligné. On voit le plan horizontal, la dérive. Elle est vraiment centrée entre les deux bandes. Et les bandes sont juste au bon endroit sous l'aile. Donc, c'est assez... C'est une des rares photos où je me dis, bon, là, ça va, là, il n'y a rien. Tout me va, presque tout. Parce que les puristes verront que l'hélice n'est pas complètement disquée. Il n'y a pas un disque complet sur l'hélice. Ah oui, non, mais ça, c'est ce qu'on s'était dit en préparant. Cette photo, elle est ratée, là. Oui. Même l'attitude des pilotes, Jacques Bottelin qui a la tête tournée vers moi, le pilote derrière qui a la tête un peu penchée à droite, c'est pas du tout préparé non plus, mais ça contribue, je trouve, à faire une jolie photo. Si on revient mais tu la mets pas, Martin, mais la photo de Mika Brajo dans son avion de voltige, là, c'est à peu près le même ordre d'idée. C'est très bas, donner l'impression de vitesse. Et là Mika avait la tête droite, il regardait devant. Il y a deux techniques en fait. Il y a soit le pilote qui va rester en fait, qui a complètement confiance en son photoshop pilot, qui va dire, parce qu'on est quand même assez bas, qui va être ok, je quitte pas l'avion photo des yeux parce que je lui fais confiance, je sais qui c'est, même j'ai confiance en lui et je garde cette attitude-là en patrouille dessus. Soit l'autre technique qu'on a fait avec Mika, parce que moi aussi je trouvais que c'était mieux que le pilote regarde devant. C'est une fois qu'on est sur l'axe de piste, on bouge plus. L'avion photo reste tout droit. L'avion qui est photographié va tout droit aussi. Bon, après, moi, je vais prendre les photos, je vais faire l'anti-abordement aussi. Si jamais il y a vraiment un problème, je vais dire hop, break à gauche pour que l'avion photo dégage ou je vais prévenir. Mais là, effectivement, Mika regardait devant et on en a fait quelques-unes comme ça. Et des photos un peu de cet effet-là, j'aime bien les faire. C'est sympa. Alors. Ce serait quoi ton rêve de la photo ultime, demandait Fab Morlon. La photo ultime. Un F-35 opérationnel. Oui, j'ai dit F-35. Oui, tu as dit, c'est bien F-35 opérationnel, ouais, c'est bien. Non, le problème, c'est la photo ultime. Pour moi, c'est des avions qui n'existent plus. Ce serait d'avoir pu photographier en air-to-air un F-14, par exemple, ou le Concorde, par exemple. Comme des grands photographes comme John Dibbs, qui fait partie de mes grandes références. Le type a quand même pris le Concorde de pleine face, en photo, en air-to-air. Quand on voit la photo, c'est complètement dingue. Le seul défaut de cette photo, c'est que c'était un British Airways, c'était pas un Air France. Oui, mais ça peut se retoucher, ça. Mais on voit pas, de toute façon, il est de face. Non, après, aujourd'hui, avec les machines aujourd'hui, j'ai pas forcément de rêve. Chaque vol photo est un moment que j'adore. C'est toujours un moment de grâce. J'adore me retrouver avec l'avion à quelques mètres de moi, d'entendre le moteur, de voir les pilotes, de faire des photos, de redescendre. Alors, j'aime bien ce moment aussi où quand on redescend et que les pilotes viennent me voir, alors fais voir, etc. Je leur montre et que discrètement je cache les ratés, je leur montre uniquement les réussis. Et puis la post-production, tous ces moments-là, le moment où c'est publié, c'est toujours des moments qui me plaisent, qui me passionnent. Alors ça c'est en plus c'est une photo que j'aime bien et qui me tient
tient à cœur parce que cet avion, depuis, il a eu un incident et il a brûlé au sol. C'est pareil, c'est pour un reportage. J'avais demandé à Baptiste Salis si il acceptait que je fasse un reportage sur le T-28. Alors, dans son immense générosité, il m'a dit oui tout de suite. J'ai utilisé le T6 d'Aero Vintage Academy, piloté aussi par Michel Gindre, le DV du temps des hélices. Et puis en plus le T6 était génial parce que on a le siège mitrailleur qui pivote, mais en plus la partie arrière de la verrière rentre dans le fuselage, ce qui fait qu'on peut avoir une vue pleine face quasiment, parce qu'il y a quand même la dérive, hein, celle-là elle rentre pas. Voilà. Et puis là pareil, c'est ma technique pour prendre les avions comme ça avec un peu de mouvement quand même. Bon, il y a pas un disque complet parce que ça turbulait pas mal avec les nuages. Mais pour la petite histoire, en place arrière, c'est ma femme, parce que j'ai vu quelqu'un poser la question sur le chat. Donc elle est là avec moi sur les vols photos en général. Et c'était son baptême de l'air sur avion. D'accord. Alors, à part avion de ligne, c'était son baptême de l'air sur un avion hors avion de ligne, quoi. D'accord. Et elle savait pas qu'on allait faire ça. Celle-là est magnifique. Ça, c'est ce que permet justement des avions comme ce T6-là, puisqu'on est pratiquement de face. Et je voulais, alors on voit pas trop là-dessus, mais sur la version HD, on voit vraiment les yeux de Baptiste sur cette photo. Donc ça, je trouve ça sympa. On voit les cylindres éclairés par le soleil, c'est magnifique ça. Ouais, puis alors j'aime bien les photos de face. Là, je voulais faire une photo un peu justement à la John Dibs. Je dis bien à la et pas comme John Dibs, parce qu'il y a beaucoup de photos comme ça où les avions te sautent à la tronche comme ça là. Et j'avais envie d'avoir cet effet-là sur le T-28. Donc maintenant vous connaissez mieux Bastien Othelli, et nous sommes vraiment heureux d'avoir pu vous permettre de passer un moment avec lui, que j'espère aussi que tu as passé un bon moment avec nous. Absolument horrible. Non, merci beaucoup Gilles. Il faut quand même préciser que je suis quand même pas le seul à vivre de la photo et de faire des belles photos. Il y a des photographes très talentueux comme Anthony Pecci, Xavier Méal qui fait des photos extraordinaires pour le Fana aussi. Et puis dans le monde, des références comme Tokunaga, comme Paul Bowen qui aujourd'hui est retraité mais qui font partie de mes inspirations et qu'il faut pas oublier de citer quand même, je pense. Et donc dans le prochain numéro d'Infopilote qui va sortir dans quelques jours, tu as des sujets ? Ah oui, mais secret. Secret. Tant que c'est pas publié, on n'en parle pas. Ils veulent garder le sujet, mais effectivement, je serai en couverture du prochain Infopilote. Donc à la fin du mois, tu es en couverture. Donc quand vous allez recevoir Infopilote dans votre boîte aux lettres, vous saurez qui a déclenché la photo. Donc merci Bastien d'avoir fait le déplacement jusqu'à Lyon. Et donc Jumpseat, voilà, c'est fini là maintenant. Je vous souhaite à tous un bon après-midi et puis à très très bientôt sur Jumpseat. Ciao, au revoir Bastien. Au revoir Gilles.